Donc, tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre première séance 2021 du Club des hôpitaux. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de vous présenter le premier position paper, la perspective du patient dans le système de santé, d'expliquer, mais aussi de discuter avec vous de son importance et de ses différences devant d'autres politiques similaires. Alors, la présentation durera une bonne quinzaine de minutes et sera suivie d'un débat autour du patient partenaire et de l'expérience patient. Alors, les auteurs de ce premier position paper sont d'une part le Dr Joan Escarabil, qui est pneumologue à l'hôpital clinique de Barcelone. Il coordonne également l'expérience patient. Ensuite, M. Oscar Dia travaille chez Antares Consulting et est chef de rédaction du Virtual Contents de SPX. Moi-même, Nathalie Delbrassine, je suis infirmière chef de service et je suis secrétaire de SPX. Alors, vous voyez que les 13 hôpitaux du Club for Improvement de SPX ont collaboré à l'élaboration de ce position paper, dont je vous laisse la liste devant les yeux, et vous voyez que de ces 13 institutions, 5 pays sont représentés, donc la Belgique, l'Espagne, la France, la Suisse et le Luxembourg. Alors, ce position paper a vraiment comme objectif de sensibiliser le public le plus large possible à prendre en compte la perspective des citoyens qui vont s'exprimer d'une part sur leur santé, sur la santé en général, mais également sur tout service que citoyen aura reçu ou recevra lorsqu'il aura été en contact avec une institution de santé. Donc, pourquoi avoir intitulé Perspective du patient et non participation du patient? Et donc, je disais d'autre part, il y a énormément de variantes possibles. Donc, la réalité du patient, le parcours du patient sont tellement différents et variés d'une personne à l'autre que limiter tout cela à une seule approche nous paraissait réducteur. Raison pour laquelle nous avons intitulé notre rapport Perspective du patient, qui donne cette vision qui est plus large et plus ouverte que patient partenaire. Alors, donc, il existe deux courants, je vais dire, que l'on entend le plus souvent. C'est d'une part la participation du patient, et vous verrez qu'on parlera des différentes formes de participation un petit peu plus loin avec Joanne. Et ensuite, l'expérience vécue par le patient tout au long de son parcours, qui est une vision, comme je vous l'ai dit, plus large et qui est la vision qui est défendue par SPX. Alors, il est clair et évident que l'expérience patient inclut évidemment la participation du patient. On est bien d'accord que ce ne sont pas deux choses différentes. L'un ne va pas sans l'autre, mais la participation du patient à elle toute seule ne suffit pas pour se dire qu'on développe une culture orientée expérience patient dans son institution. Joanne, je vous laisse poursuivre. Joanne, vous m'entendez? Nous, on ne vous entend pas. Oui, bon. Voilà, parfait. Ça va? Merci. Bonjour, merci Nathalie. Quand on parle de la participation des patients, il faut comprendre, dire qu'il y a 4-5 espaces différents de participation, que les caractéristiques générales peuvent être communes, mais qu'ils ont des caractéristiques spécifiques. Une chose, c'est la participation quand je dois décider sur ma propre santé. C'est la décision partagée et ce sont des décisions qui m'affectent profondément dans ma vie et que je vais partager avec mon médecin, mon infirmière, toute l'équipe de santé. Et de l'autre côté, il y a la participation des patients ou des citoyens dans la définition des politiques générales de santé. C'est une façon plus abstracte, mais avec un impact très grand dans la société. Et au milieu, il y a 3 situations assez différentes qui impliquent la participation des patients, qui sont l'organisation des services, l'amélioration des services de santé dans l'hôpital ou dans
facilités cliniques, ou la participation dans la gouvernance des institutions. Ça n'est pas exactement que l'amélioration des services, c'est la décision stratégique d'une institution de santé. Et un peu commun pour toutes les dimensions, il y a la participation dans les projets de recherche. Il y a un mouvement très important qui dit que la société, que les patients doivent participer à le design de projets de recherche. Et ça, c'est très important parce que ça change un petit peu l'orientation de la ligne de recherche de l'institution. La suivante, s'il vous plaît. Je parle de toutes ces choses et ne sont pas des aspects théoriques. Je vais très rapidement vous montrer quelques exemples. Ici, dans mon hôpital, c'est l'exemple des programmes éducatifs pour les patients, les usagers d'une pompe d'insuline. On a démarré pour essayer de comprendre les problèmes. Comprendre les problèmes veut dire de lire la littérature scientifique sur le sujet et après de parler avec les patients, avec des focus group. Après on a voulu explorer les dimensions du problème. On fait une enquête sur tous les usagers des pompes d'insuline. Avec toute cette information, à changer les programmes éducatifs et l'évaluation est faite avec des patients. Il y a une commission qui 2 fois par an analyse l'évolution des programmes éducatifs et dans cette commission, il y a des patients qui participent. Ça, c'est un exemple d'amélioration d'un service. L'autre, s'il vous plaît. Ici, c'est un exemple, pas exactement de gouvernance, mais en la ligne de la gouvernance, l'intérieur, s'il vous plaît. Dans mon hôpital, il y a presque 4 ans et demi qu'existe une commission des usagers et des patients qui fait des réunions périodiques avec le directeur général de l'hôpital. C'est n'est-ce pas exactement une représentation du patient, c'est la représentation du point de vue des patients. Mais pour mon hôpital, ça c'est un bon exemple de commission paritaire, avec une participation égale des hommes et femmes âgés de différents âges et avec de différentes maladies, qui ont une interlocution directe avec le directeur général. C'est un exercice de responsabilité, c'est un peu l'accountability des anglo-saxons. Et alors, c'est une façon de contraster avec les patients les stratégies de l'hôpital. Un autre plan pratique de participation, c'est le patient expert. Chez nous, dans la Catalogne, il y a un programme de patients experts qui peut être très utile pour l'amélioration des services et surtout des activités éducatives pour les patients. Suivant. Oui. Alors, par exemple, ici, à la Cleveland Clinic, ils prennent en compte la vie des patients pour aménager les chambres d'hospitalisation. Et donc, ils se basent sur l'expérience des patients et de leur famille pour ces aménagements, que ce soit les sanitaires ou la chambre des patients, pour les rendre les plus confortables et les plus agréables possibles. On a aussi, chez nous à la Citadelle, mis en place un comité de patients en 2015. Et donc, la composition du comité est loin d'être uniforme, puisqu'on a vraiment on a un mix de femmes, d'hommes. On a un mix de pathologies, donc des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, mais de très différentes, je vais dire. On a des accompagnants de patients également. Et donc, l'objectif, c'est certainement pas ciblé uniquement sur les soins, mais vraiment, c'est de parler de tout le contexte environnement, soins également, on ne le met pas de côté évidemment, mais ça va de la prise de rendez-vous à la sortie du patient, à la prise des traitements, etc. Donc ça brasse vraiment très large. Et alors, soit les professionnels viennent proposer une thématique et demander l'avis des patients du comité, soit ce sont les patients qui demandent que l'on aborde une thématique ou l'autre parce qu'ils ont entendu parler, par exemple, de l'accréditation et ils ne savent pas exactement ce que c'est. Et donc, à ce moment-là, c'est moi qui vais solliciter alors les personnes qui ont cette casquette dans l'hôpital pour venir expliquer aux membres du comité de patients comment les choses sont mises en place et comment ça fonctionne.
Alors, en plus de ces réunions de comité de patients, nos patients participent également à des groupes de travail ou à des comités institutionnels. Et ce qui est important à dire, c'est que dans notre organigramme, nous avons inséré et inclus ce comité de patients dans l'organe d'avis. Ça veut dire que quand on va faire des décisions en réunion, eh bien, la voix du patient aura le même poids que la voix des professionnels. Alors, vous avez aussi comme exemple, voilà, à l'Institut français de l'expérience patient, donc ils enregistrent les expériences des patients, les expériences de soins, et ils les partagent avec les professionnels. C'est une manière d'augmenter l'écoute, l'empathie, la confiance entre professionnels, patients et accompagnants. Et voilà, c'est aussi une manière de partager cette expérience des patients aux professionnels de santé. Alors, la perspective du patient, la participation du patient dans le problème de santé n'est pas une chose de oui ou non. C'est un processus de développement de cette participation. Et ça veut dire qu'il y a des différents niveaux. Probablement, je suis sûr que le premier niveau, c'est celle de... Je ne peux pas voir bien la diapo. C'est qu'il y a un niveau de consultation. Ce niveau de consultation veut dire que le point de départ, c'est l'information de qualité. Après, il y a un niveau de collaboration et dans les organisations plus mûres, alors il y a une partnership et une participation plus intensive. Alors, dans chacun, la prochaine s'il vous plaît, dans chacun des étages des R que je vous ai dit avant, on peut voir ces trois niveaux de participation. Si on parle de la propre santé, bien sûr que l'information, c'est le point de départ. Sans information, je ne peux pas choisir. Alors, je dois avoir des utiles, c'est le deuxième niveau. J'ai besoin de la collaboration d'autres patients, des professionnels de santé pour décider. Et après, le troisième niveau, peut-être, je participe comme un patient dans les deux uns des outils pour les décisions partagées. C'est ça un exemple, mais si on va avant, s'il vous plaît, la prochaine. Dans les organisations, c'est pareil. Je peux demander l'opinion des patients, c'est la consultation. Je peux demander que les patients participent dans certains aspects du design du processus assistentiel, mais à la fin, le niveau le plus important de participation, c'est la co-création d'amélioration du processus de santé. Et la co-création, c'est très important pour des dimensions. La première, c'est que si vous participez dans les processus de design, probablement votre besoin seront bien identifiés et vous pouvez désigner les procès d'une façon la plus pratique. Et après, si vous participez dans le design de l'amélioration, probablement l'escalabilité, la dissémination de l'amélioration sera plus facile parce que tous les impliqués ont participé dans le design. La prochaine, s'il vous plaît. C'est pareil dans le procès de recherche, la participation dans le procès de recherche. En général, il fait des tensions entre le chercheur qui dit « je dois avoir la liberté de chercher sur tous les aspects que je veux » et alors les citoyens qui disent eh « bien, avec l'argent public, il faut chercher dans un certain aspect de la réalité ». Cette discussion n'est pas une discussion des bons et mauvais, des blancs et noirs, c'est une discussion dialectique et le rôle du patient, du citoyen peut être très important pour identifier la priorité ou pour montrer aux chercheurs que les patients, la société, ils ont des besoins non accomplis et que peut-être c'est un bon objectif de recherche. Ça, c'est une discussion qui va de l'information à la participation dans les designs de projets de recherche, mais c'est une discussion très intéressante pour répondre aux besoins de la société. La prochaine, s'il vous plaît. Ça, c'est l'élément le plus abstrait
de participation des patients, parce que dire la participation des patients dans la confection des politiques de santé, souvent c'est difficile à exprimer d'une façon pratique. Mais sur une perspective démocratique, c'est très important d'écouter les citoyens, de faciliter l'implémentation des idées et de participer même dans la création ou la définition des politiques de santé. Et ça veut dire de décider où met l'argent pour améliorer la santé dans un aire, le cancer, ou dans un autre que c'est les soins hospitaliers ou les soins de l'autre technologie. Ça, c'est très important d'envisager la participation des patients dans cet élément un peu plus abstrait. Et à la fin, il y a un aspect, la prochaine s'il vous plaît, que chez nous, à Barcelone, il n'est pas encore très bien développé, mais que sur le plan théorique, doit considérer d'une façon très importante que c'est la participation des patients dans la gouvernance des institutions. Et ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un rôle d'information, de consultation, mais que le patient peut prendre un rôle actif dans les procès de prise de décision dans les institutions. Ça, dans les trois cas, c'est un processus de développement. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise situation. Je pense que, à mon avis, le premier objectif, c'est avancer dans cette direction de participation et implication du patient. Je n'ai pas. Oui. Alors, si on parle de la participation des patients, il faut comprendre que les patients ne sont pas des agents homogènes et qu'un patient, c'est exactement égal à Paris, en Belgique ou en Espagne. Et même chez nous, dans le même hôpital, les patients peuvent prendre des rôles très différents. Il y a les patients témoins, que c'est très important. Souvent, les patients aiment beaucoup de voir ou de parler avec des gens avec le même problème. Le professionnel malade, par exemple, c'est une autre sorte de patient qui peut apporter une vision différente. Les patients experts, je vous viens de parler du programme des patients experts. Il y a un patient collaborateur qu'on peut demander l'aide de ces patients dans ces moments-là. Les patients éducateurs qui jouent un rôle dans l'éducation. J'ai montré les programmes de pompes d'insuline. Il y a les patients volontaires qui participent dans certaines activités de support à l'hôpital. Les patients représentatifs qui forment part des organisations de représentation, surtout sur le plan de la définition des politiques de santé. Et après, il y a les patients partenaires, ou les patients qui forment part des associations des patients. Alors, le message, c'est que sur le mot patient, il y a plusieurs définitions et plusieurs rôles, et ça doit être tenu en compte parce qu'on ne peut pas généraliser. La prochaine. Oui, donc ici, le slide, il met en avant trois éléments importants et complémentaires qui sont le patient partenaire, les associations de patients et l'expérience patient. Alors, c'est vrai que le patient partenaire, il s'est développé il y a déjà quelques années, plus ou moins en 2013, et il découle de l'approche centrée sur le patient qui, elle, on a commencé à en parler plus ou moins vers les années 80. Alors, il s'agit d'une démarche qui est principalement orientée vers les soins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On entend ça d'ailleurs souvent parler de patients partenaires de soins, de patients acteurs de ces soins, et ça amène le plus souvent à des collaborations qui se font entre le patient, le proche et les professionnels de santé. Alors, dans la démarche du patient partenaire, on a vraiment une reconnaissance de l'expertise du vécu du patient avec sa maladie. On parle également beaucoup de décisions cliniques partagées. Joanne vient d'en parler aussi dans le tableau.
Le patient partenaire est une démarche qui est souvent structurée, où les patients vont souvent suivre des formations qui peuvent aussi être organisées par l'institution de santé qui accueille les patients. Et lorsque ces patients sont formés, ils peuvent alors exercer le rôle de patient partenaire en allant accompagner parfois d'autres patients dans leur trajet de soins ou dans leur démarche de soins. Et pour certaines institutions, peut-être pas encore en Belgique en tout cas, mais dans d'autres pays, même voisins, on a même une rémunération du patient partenaire qui peut être réalisée pour ce poste. On peut aussi constater pour le patient partenaire que c'est souvent un patient qui est partenaire dans une seule et même institution. Alors pour les associations de patients, ben, c'est vrai qu'elles existent depuis encore plus longtemps, hein, de très nombreuses années, et c'est très bien. Donc elles apportent vraiment un rôle de soutien, d'écoute, d'accompagnement des personnes et des proches qui le souhaitent. En tout cas, c'est certainement pas une démarche obligatoire, c'est une démarche qui doit se faire par le patient ou l'accompagnant. Les associations de patients sont en tout cas de plus en plus consultées à l'heure d'aujourd'hui par les politiques. En tout cas, c'est le cas en Belgique, puisque nous avons la Ligue des usagers des services de santé qui est actuellement de plus en plus concertée par les politiques pour avoir des avis justement de représentants d'associations de patients. Maintenant, c'est vrai que la représentativité des patients, ben, on peut dire qu'elle est très variable d'une association à une autre. Et pourquoi? Parce que ben, tous les patients ne font pas partie nécessairement d'une association de patients, puisque c'est une démarche volontaire du patient. Et donc, c'est vrai que parfois, on peut se poser la question de la représentativité du patient, de tous les patients, en tout cas dans une association pour une pathologie bien déterminée. Alors, pour l'expérience patient, donc là, c'est un phénomène beaucoup plus récent, puisqu'on en entend parler seulement depuis quelques petites années, mais pas de très longues années. Donc là, l'expérience patient offre une approche beaucoup plus globale, c'est-à-dire que ce n'est pas ciblé sur les soins, mais ça cible vraiment le parcours du patient depuis même avant qu'il ne vienne à l'hôpital jusqu'à la sortie et bien au-delà de la sortie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une vision qui est beaucoup plus large que le patient partenaire. Alors dans l'expérience patient, on ne forme pas nécessairement les patients et donc c'est pas plus mal d'ailleurs qu'ils ne soient pas formés, puisque l'objectif c'est vraiment d'avoir une opinion naïve entre guillemets, hein, je mets naïve entre guillemets, de toute personne qui vient et qui fréquente une institution de santé. Et c'est très bien que cette opinion soit justement naïve et qu'elle n'ait pas été formatée dans une formation qui a été réalisée par l'institution, par exemple. On n'a pas pour l'expérience patient un profil type de patient recherché, donc tous les profils sont bons, hein. C'est comme Joanne le disait juste avant, on ne cherche pas un profil en particulier, il y a beaucoup de profils et les profils sont tous intéressants et c'est parfois bien de cibler un profil ou un autre en fonction de ce que l'on recherche ou de ce que l'on veut mener à bien comme projet ou comme programme. Dans l'expérience patient, les patients ne sont pas rémunérés, on va leur demander leurs avis et ça peut être un patient, mais ça peut être aussi tout citoyen, c'est-à-dire pas nécessairement une personne malade, mais une personne qui émet des avis sur tiens, par rapport à telle institution de santé, ce serait peut-être bien de mettre ça et ça en place parce que moi, en tant que citoyen, je fréquente l'hôpital, pas parce que nécessairement je suis un malade chronique, mais parce que je viens pour une consultation de temps en temps, ce serait bien de mettre ça et ça en place. Donc, ce n'est pas uniquement le patient, mais ça peut être tout citoyen lambda. Alors ici, clairement, les valeurs de la société ont fortement évolué, ont très, très fortement changé. Et il nous paraît évident et primordial d'inclure la vie, les souhaits, les idées des patients dans la vision de l'institution de santé. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de pouvoir visionner le position paper, je vous rappelle qu'il est accessible dans les 3 langues, donc français, anglais, néerlandais, sur notre site web. Donc je vous invite vraiment à aller le télécharger et à le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Nous vous remercions, Joanne et moi, pour votre écoute. Et nous sommes arrivés au débat. Donc, nous sommes tout à fait à l'écoute de vos questions, de vos réactions par rapport à ce que nous venons de vous expliquer et de vous montrer.
Merci pour votre écoute. Merci déjà. Je me permets de prendre la parole. Sarah Flao, de la clinique Saint-Luc à Bouges. Je voulais vous remercier pour votre présentation et clairement, ça s'inscrit dans une dynamique que nous souhaitons mettre en place au sein de la clinique. On est encore en train de construire un petit peu les bases. On n'est pas aussi loin que les hôpitaux qui ont pu présenter aujourd'hui. Et donc voilà. Moi, j'ai des questions au jour d'aujourd'hui. C'est au fond, vous avez dit que les patients ne devaient pas être forcément formés. Je sais que dans certains hôpitaux, on met en place des patients qui vont au chevet d'autres patients pour partager leur expérience de vie sur une pathologie en particulier. Ça demande quand même de pouvoir prendre du recul et d'avoir une bonne capacité d'écoute et de relation d'aide, si je peux dire ça comme ça. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous avez connaissance de formations qui peuvent être proposées pour aider les patients un peu dans ce cheminement, si eux s'en sentent l'envie, bien sûr, mais voilà, je me demandais si ça existait. Je sais que ça existe. Moi, personnellement, je laisserai la parole aussi à Joanne. Je sais qu'à Paris, à la Sorbonne, ils font des formations, les formations universitaires pour les patients. Et nous, on a une patiente de notre comité de patients qui a commencé cette formation cette année et qui en retire énormément de bonnes choses parce que elle, sa mission, ça va être aussi d'accompagner d'autres patients. Et donc, effectivement, ben voilà, ça peut être une bonne base aussi pour cet accompagnement. En Belgique, je pense qu'à Erasme, ils ont commencé, hein, je pense que c'est tout nouveau et Joanne peut peut-être me compléter, une formation aussi sur les patients partenaires, c'est bien juste? Oui, mais ça reste plutôt professionnel, hein, non? Moi, c'est le sentiment que j'ai. Ben, je n'y ai pas personnellement pas participé, j'ai pas vu l'entièreté du programme, donc je peux pas trop me prononcer sur le contenu de la formation. Donc voilà, je reste un peu, je vais pas trop m'avancer. Chez nous, il existe des programmes génériques de formation. Il existe le programme des patients experts, que c'est une façon de formation très spécifique pour aider les gens d'une maladie spécifique. Et après, il y a la formation selon le problème. Parce que la question, c'est, existe une formation générale pour les patients ou non? Et ça sert pour tous les problèmes qu'il doit faire le patient. Alors, la première question est pourquoi on a besoin de la participation des patients? Alors, tu peux chercher des gens qui ont déjà formé pour cette question, pour ce problème. Si tu veux faire des changements dans la structure physique de l'hôpital, il y a des patients qui sont patients et à la fois ils sont architectes, par exemple. Alors, c'est une façon d'avoir de la formation pour résoudre des problèmes spécifiques. Et la question, si on a besoin d'une formation générique. Je ne sais pas, à ce moment-là, chez nous, à Barcelone, il n'existait pas. Et il existe ce que je vous dis, non? L'idée de choisir les patients selon les problèmes qu'ils doivent résoudre et le rôle du patient expert pour le support, surtout des programmes éducatifs ou des adaptations à la vie quotidienne. Pour nous, on a donc le comité de patients, je vous l'ai expliqué brièvement, mais on a aussi mis en place le patient ressource, qui est plutôt le profil du patient expert qui va partager avec un autre patient. Et pour ces patients experts, on a fait une formation en interne qui a été une formation très courte, mais l'objectif, c'était vraiment de veiller à ce que ce patient expert n'ait pas renforcé l'anxiété de l'autre patient qui souhaitait être accompagné par un patient. C'était pas lui donner une ligne de conduite sur ce qu'il devait dire ou pas, mais c'était vraiment de repérer si le patient expert avait avait une bonne posture pour ne pas augmenter l'anxiété de l'autre patient. Et ça, c'est une formation qu'on a fait avec des psychologues ici à l'hôpital, mais qui n'était pas cadenassée et où on ne disait pas il faut que vous parliez de ça et ça, vous ne pouvez pas en parler. Voilà, l'objectif, c'était plus de travailler sur quel est le profil de ce patient expert et est-ce que ce profil ne va pas, où est bien le bon profil pour ne pas avoir des conséquences plus négatives que positives finalement.
Mais par contre, Merci. les patients du comité, ils ne sont pas du tout formés. Là, on est plus dans le mode expérience patient où l'objectif, c'est vraiment d'avoir leurs avis sur est-ce que c'est facile d'accéder à l'hôpital, est-ce que c'est facile de prendre un rendez-vous, quels sont les freins quand ils viennent en consultation. Donc là on n'est pas sur une formation et justement, on a besoin d'avoir vraiment cet avis spontané et certainement pas, on ne forme pas ces patients-là par contre pour le comité de patients. Et c'est volontaire. Ok, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez, si je peux prendre la parole. Oui, je m'appelle Christina Sanida, je suis médecin pneumologue à la clinique Saint-Jean et en même temps, j'essaye d'assurer depuis quelques années une deuxième fonction au sein du comité de gestion de notre hôpital, de notre clinique, comité de gestion médicale. Alors, j'ai multiples questions, mais disons que je vais commencer par la plus large et plus simple peut-être. Est-ce que dans votre expérience, il faut commencer par profiler le patient quand on s'intéresse vraiment donc, à l'expérience de notre patient, quand on est une clinique, quand on est une institution hospitalière? Est-ce que ça vaut la peine de voir à partir de notre bassin de recrutement de patients, quel est le vrai profil de patient pour pouvoir mieux définir les besoins et améliorer l'expérience patient? Ça, c'est toujours une question que je me pose. Est-ce qu'il faut commencer par là ou à l'inverse, il ne faut pas vraiment s'intéresser à profiler son patient, mais il faut vraiment essayer de couvrir large et faire de son mieux. Donc, la deuxième question, puisque je suis la responsable médicale de notre département Haïti au sein de l'hôpital, ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous avez un retour d'expérience par rapport aux moyens digitaux qu'on peut mettre à disposition aux patients pour améliorer la communication et sa participation à ses propres soins. Voilà. Et la troisième question, ce qui m'intrigue beaucoup dans ce que vous avez montré, Dr Escarabil, par votre expérience au sein de l'hôpital à Barcelone, où vous avez vraiment, vous faites des séances ouvertes avec des représentants de patients, non, des représentants d'avis patients qui viennent rencontrer les gestionnaires de votre hôpital. Est-ce que vous avez une idée de où viennent ces patients, d'où vient l'intérêt? Est-ce que vous adressez à des ligues des usagers de soins comme la LUS qu'on a ici ou comment vous recrutez ces gens-là qui viennent après, qui s'intéressent à vous donner leur avis? Voilà, trois questions très différentes. Je suis désolée, mais c'était pour prendre la parole une seule fois. Pour être honnête, je dois dire que je n'ai aucune réponse pour votre question, parce qu'elles sont très difficiles. Je peux vous expliquer qu'est-ce que je fais. Non? La première question, comment commencer il y a 8 ans, on a démarré à l'hôpital pour explorer l'information qu'on donne aux patients. Après, on a réfléchi sur le programme éducatif. Et ces travaux nous ont amenés à réfléchir sur l'expérience du patient, c'est-à-dire comment on peut identifier les besoins des patients pour orienter. Ça, c'est le processus qu'on a fait dans notre hôpital. Et alors, c'est une façon, je pense que pas académique, mais pratique pour faire les choses comme ça. Et nous a amené à l'idée de l'expérience du patient pour connaître les besoins et surtout la participation pour créer avec les patients, avec tout ça. Et ça a fait une sorte de structure et on travaille sur l'expérience des patients. La deuxième question sur comment identifier les patients, c'est très difficile chez nous. Je parle de mon expérience, je vous parle de Barcelone. Je pense que les contextes se sont différents à Bruxelles ou à Paris, mais chez nous, on a réfléchi beaucoup sur la question de qui représente les patients. Et ça, c'est une question très difficile et on essaie de travailler sur archétypes des patients. Ça veut dire, dans les maladies respiratoires, moi aussi je suis neurologue, si on parle de BPCO, on peut parler des archétypes des patients de BPCO. Il y a des gens âgés qui sont sur l'oxygénothérapie, il y a des gens un peu plus jeunes qui travaillent encore, il y a des gens qui sont à la retraite. Alors, dans ces archétypes, on peut identifier les patients sur lesquels il doit travailler. Alors, en parallèle, c'est la troisième question, je me souviens, c'est sur les relations avec les associations. Chez nous, les associations ne sont pas très fortes.
il n'y a qu'un 3% des patients qui sont membres d'une association. Alors, ça, c'est un groupe très petit des patients et on essaie d'avoir une bonne relation avec les associations parce que, à mon avis, ils ne représentent pas tous les patients, mais ils ont beaucoup de connaissances et beaucoup des idées parce qu'ils ont travaillé et le niveau de connaissances est très haut. Alors, on essaie de maintenir des relations avec les associations. Quel est le problème avec les associations? Par exemple, dans l'hypertension artérielle pulmonaire, vous connaissez bien, c'est une maladie minoritaire. Chez nous, il y a 4 associations de patients. Et alors, pour l'hôpital, c'est une difficulté de choisir quelle est l'association la plus bonne, la plus active. Alors, à ce moment-là, dans les prochains mois, l'hôpital va faire une position sur la relation de l'hôpital avec les associations pour ouvrir les portes aux connaissances et pour dire d'une façon très, très claire et très honnête que l'obligation de l'hôpital, c'est d'avoir des relations avec tous les patients, pas seulement avec les patients des associations. Et ça, c'est notre contexte, et je ne sais pas si c'est votre contexte, si ça peut être extrapolé, mais chez nous, il y a de la perspective de l'hôpital, il y a cette idée, pas contradictoire, mais qu'on doit les connaître, que c'est l'obligation de répondre aux besoins de tous les patients et surtout l'opportunité d'apprendre beaucoup des gens qui sont plus actifs et plus associés. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais... Si, merci beaucoup. Merci. Est-ce que certaines personnes ont des expériences à partager, des choses qu'ils ont mises en place au sein de leur institution? Parce que je pense que c'est aussi l'objectif de la séance ici, c'est de pouvoir que vous puissiez aussi, vous, partager vos projets ou des choses que vous avez mises en place, avec peut-être les leviers et les freins que vous avez pu identifier. Bonjour, est-ce que je peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Pour rebondir d'une part à vos présentations, par rapport à vos présentations respectives, j'avais une première question et puis après qui est liée à une expérience sur le site. Donc, je m'appelle Emmanuelle Arfet, je suis cadre de santé sur l'IUCT Oncopole à Toulouse, en France, et je coordonne l'unité transversale d'éducation thérapeutique pour le patient. Pourquoi je précise ça? C'est parce que ces activités d'éducation thérapeutique ont été pour nous un tremplin pour développer un dispositif autour du partenariat en santé avec un réseau de patients que l'on mobilise très régulièrement pour les faire travailler et pour travailler ensemble autour du projet des usagers, mais aussi à travers ce réseau de patients qui sont mis à disposition des professionnels pour travailler autour de projets bien spécifiques. Et alors que ce soit dans la formation, que ce soit dans la recherche ou que ce soit dans l'amélioration continue des parcours de soins, je me posais une question par rapport à votre première intervention, c'est au niveau des différents niveaux que vous positionnez, que l'on retrouve aussi dans le modèle de Montréal, donc le niveau de consultation, le niveau de collaboration et puis ensuite le partnership. Est-ce qu'il y a dans vos différentes institutions cette obligation d'avoir la présence et des dispositifs de consultation puis de collaboration pour envisager ce partnership à des niveaux différents dans les institutions?
Si je parle de la perspective de Barcelone, je veux dire que non. Il y a un conseil des patients dans le département de santé. C'est un conseil de patients qui est formé d'une façon, je pense, ils ne sont pas élus, ils sont des représentants des associations qui travaillent avec le ministère, le département de santé, comme le ministère de santé pour la Catalogne, ça existe. Et c'est le niveau de participation. Et après, il n'y a d'autres que des mouvements qui ont fait de la partie des hôpitaux qui essaient de faciliter la participation des patients. Je pense que c'est une évolution, qu'il n'y a pas une position homogène, mais la tendance, c'est de faire ça, pas encore bien structuré. C'est une façon un peu différente, toutes les choses autour de l'éducation thérapeutique. Je pense que le mouvement de patients experts, il est bien consolidé chez nous, mais surtout, c'est bien clair que l'éducation thérapeutique est une obligation des professionnels de santé. Alors, pour faire cette éducation thérapeutique, il est bon, il est pratique, il est très utile de faire la collaboration avec des patients et tous ensemble d'essayer de faire de bons programmes d'éducation de santé. Et ça, c'est un procès difficile. Pour être honnête, chez nous, l'éducation dans le diabète, par exemple, a un bon succès, une longue tradition d'éducation thérapeutique en la diabète. Mais dans d'autres maladies, il doit améliorer beaucoup et travailler surtout dans cette direction. Et je compléterai aussi en disant que tout patient n'a pas envie de s'appliquer et d'aller au-delà d'être simplement consulté et de donner juste son avis sans devoir passer à une étape supplémentaire, par exemple. C'est à nous d'être bien à l'écoute des patients aussi et de ce qu'ils souhaitent faire et envisager. Et est-ce qu'on pourrait dire alors dans les structures qui souhaitent développer le partenariat en santé que ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a déjà des dispositifs de consultation et de collaboration? Oui, je pense qu'il doit travailler dans l'évolution de tous ces aspects. Et sans de dispositifs d'information et de consultation, c'est très difficile d'aller au partenariat ou d'aller à la gouvernance des institutions. C'est un procès qu'il faut travailler surtout ensemble avec la participation des professionnels de santé et patients. N'est-ce pas, à mon avis, n'est-ce pas un mouvement parallèle? Je pense que c'est un mouvement partagé avec tous les gens, tous les stakeholders qui participent dans le déploiement des produits de santé, des processus de santé. Et ça, c'est un procès avec un rythme et une dimension d'un certain aspect très local. Ça dépend des circonstances locales. Et alors, si dans un hôpital, il y a une circonstance chez nous, j'ai l'opportunité de travailler très bien, mais même à Barcelone, il y a des autres hôpitaux qui ne travaillent pas de la même façon que nous. Hein. C'est de profiter des opportunités pour travailler en cette direction et avoir bien clair que l'objectif, c'est l'implication directe des patients dans les activités de l'hôpital. Ça, c'est peut-être très différent et il faut apprendre des expériences des unes des autres et surtout travailler avec persévérance pour arriver à niveau qu'on nous propose. Ça veut dire, pour compléter désolée de reprendre la parole, mais c'est vrai que ça questionne beaucoup le management stratégique en fait du partenariat en santé. Et ça veut dire que si on s'appuie sur votre expérience à Barcelone, ce management stratégique du partenariat en santé passe par l'intégration des patients partenaires, des patients collaborateurs dans le top management des établissements de la santé. À court place, je ne le veux pas comme ça. Non? Je pense qu'il doit convaincre, il doit parler et surtout, il doit parler beaucoup avec les professionnels de santé
pour ne faire ça comme une imposition. Alors, il doit réfléchir beaucoup quel est le rôle du patient partenaire dans les structures de gouvernement des institutions. Ça, il faut le spécifier bien, le réfléchir, surtout dans 3 dimensions. La première, c'est la représentativité. Je ne sais pas, mais il faut réfléchir sur la représentativité des patients qui arrivent aux structures de gouvernement. Surtout, quelles sont la deuxième cause, la deuxième caractéristique, c'est qu'il faut réfléchir sur les skills, sur les habiletés, sur les formations qu'on a besoin ces patients. Et la troisième, c'est si le rôle, c'est un peu de transmission de la perspective du patient aux structures de gouvernement, c'est l'indépendance. Quelle est l'indépendance du patient partenaire qui est salarié de l'hôpital? Et alors, si ça, c'est une chose très bonne pour une courte période de temps, comme doit changer ces patients. Alors, ce sont des 3 choses que j'ai mis sur la table pour réfléchir, mais pas pour contredire le rôle du patient partenaire. Hein. Mais je pense qu'on doit avoir clairement les idées de représentativité, d'expertise et d'indépendance. Je vais juste prendre la parole une minute pour remettre à nouveau le débat au centre aussi, dans la mesure où l'expérience patient, nous voulons tous ici pratiquer et améliorer l'expérience patient de manière globale. Et donc, comme Johan et Nathalie se sont exprimés et ont expliqué les différentes possibilités qui existent de patients experts, patients partenaires, etc., il ne faut pas négliger le fait que pour un patient, quel qu'il soit, s'engager dans un parcours pour devenir patient partenaire ou patient expert, ça demande aussi des capacités, ça demande aussi de l'engagement. Et donc, ce n'est pas possible pour tout un chacun. Et donc, si nous voulons, au sein de nos organisations, améliorer l'expérience patient de tous, notre rôle dans ce cas de figure est de pouvoir donner la parole à chacun des patients en tant qu'individu. Et pour ce faire, j'entendais tout à l'heure, est-ce qu'il faut une formation à l'accompagnement? Bien sûr qu'il y a des pathologies en particulier où ce n'est pas facile de parler avec le patient. Mais la plupart du temps, lorsque vous prenez le temps de donner la parole au patient et d'avoir, comme je dis toujours, une simple conversation, sans aucune convention, sans aucune trame, vous en apprenez davantage sur le patient, sur ce pourquoi il est entré dans l'hôpital et comment votre hôpital est capable de lui procurer ce pourquoi il est arrivé. Et donc, cette simple conversation vous permet d'être en lien avec chacun des patients de votre hôpital. On parlait tout à l'heure de typologie ou de cas particuliers ou de profil de patients. C'est de cette façon-là aussi qu'il y a moyen de voir finalement quel est le profil des patients qui passent la porte d'entrée de mon propre hôpital. Donc, je crois qu'on est tous des professionnels de la santé et on a toujours cette envie de protocoler, de cadrer, de voir s'il y a… Et finalement, une chose facile à faire et qui ne demande pas énormément d'argent, c'est juste d'être à la vraie écoute de son propre patient. Et chacun de nous, nous pouvons faire ça au sein de nos institutions, quel que soit le profil, je dirais, du prestataire. Oui, bonjour. Je m'appelle Laura Innocenti, je suis une professionnelle de santé, un cadre de projets transversaux dans un centre de lutte contre le cancer à Bordeaux. Et merci beaucoup pour tout ça, parce que ça nourrit, certes, des réflexions que j'engage avec des collègues dans une politique des usagers dans l'établissement, dans un centre de lutte, mais à titre aussi… en tant que personne citoyenne, je me pose beaucoup de questions sur tout ce qu'on se dit, parce que ça m'amène à me demander si aujourd'hui la maladie peut devenir un métier. Je suis un peu cash, hein, mais en même temps, pourquoi pas de dire qu'effectivement, on peut se faire de la thune aussi avec sa propre santé, hein, on va se le dire aussi.
je suis née à Bruxelles, hein, donc j'ai un rapport au langage et à l'expression, à la pensée assez cash. Je suis italienne, mais je remercie la culture du Nord qui m'a toujours appris à appeler un chat un chat. Et du coup, c'est une belle question que de se demander si aujourd'hui, pour légitimer ce que l'autre vit, il faut qu'il soit salarié de notre institution. Et en même temps, pourquoi pas? D'ailleurs, bon, il y en a qui essayent, nous, on va essayer. Et c'est pas mal aussi de voir que ça vient redistribuer des espaces de relation entre le soignant, le soigné, l'institution, et ça remet peut-être aussi un peu de la base dans la clinique qui est celle de l'écoute, de la conversation. Mais c'est interrogeant qu'aujourd'hui, il faille aller jusque-là. Et pourquoi pas? Je me demande même si on le fait, on essaye, d'accord, et si on ne le faisait pas, est-ce que, au vu de ce que ces deux dames viennent de dire, Madame Emmanuelle Arfé et Madame Straga, il ne serait pas intéressant, et vous tous, hein, d'imaginer que nous puissions revisiter, et je pense que vous l'avez déjà dit, les organisations internes de là où la décision du projet de soins se fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je le disais à d'autres, hein, donc j'invente rien, ce que je dis, vous le savez mieux que moi, et plein de personnes le pensent. Aujourd'hui, quand un patient, son dossier médical arrive dans un hôpital, il est pas accueilli physiquement toujours, mais son dossier et sa réalité de besoin de soins arrivent dans les mains de ceux qui pensent le soin. Et donc, c'est les professionnels de santé, principalement les médecins. Et c'est totalement entendable. Et dans ces staffs-là de réunions de concertation pluridisciplinaire, il y a une composition qui est aujourd'hui autour des médecins. Peut-être que déjà, si on élargit dans ces espaces-là où on regarde les besoins de soins du patient, d'autres regards complémentaires, comme les soins de support, c'est-à-dire tout ce qui est à côté du soin, mais qui contribue à ce que le soin soit structuré, accompagné, intégré dans un projet de vie de la personne. Si on met dans ces staffs-là un peu d'éthique, où on se demande au fond, on se pose des questions, si on accueille aussi les personnes à qui on s'adresse, peut-être que ces temps de conversation, que le temps de l'institution et du système de santé ne le permettent plus. Mais c'est ça au fait. On assèche des fonctions qui humainement portaient les valeurs de la rencontre, de la relation et de l'écoute. Donc, c'est un peu difficile que de penser qu'aujourd'hui, il faudrait retourner à ces fondamentaux. Parce que je pense qu'on abîme les métiers de la santé si on n'y retourne pas. Mais ça ne veut pas dire que je condamne qui que ce soit. J'interroge simplement le devenir d'un système qui a plus des fois, et je ne condamne personne et encore moins les institutions avec lesquelles je travaille, qu'on est peut-être trop envahi par la production de séjours plutôt que par la production de soins. Et de produire du soin, c'est réfléchir le projet de soin avec l'autre. Donc voilà, moi je vous dis comme ça un peu simplement, ouvertement les choses et j'espère que dans ce partage d'expérience que nous tous nous vivons, ben, qu'on va un peu plus, je dirais, soutenir la présence de la personne malade dans les systèmes de santé, que ce soit un bénévole patient, que ce soit un représentant des usagers, que ce soit un patient expert ou ressource ou témoin, ou jusqu'à ce qu'ils deviennent professionnels et qu'ils fassent partie intégrante d'une équipe de soins. Et voilà, après les précautions qu'il faut prendre, on les mesure un tout petit peu, tous, assez, même beaucoup. Et je trouve que c'est très important ce que vous avez dit, monsieur de Barcelona, c'est la question de l'indépendance. Parce que ça amène la question de la reconnaissance de la parole de l'autre, indépendamment de quelle place il parle, de son statut, mais de personne qui a quelque chose à dire au moment où elle le vit dans sa maladie. Et qu'elle soit salariée ou bénévole ou patient ou même accompagnant, je pense que c'est le sujet parlant qu'il faut écouter avant de voir quelle étiquette il a, s'il sait ou s'il ne sait pas, s'il est salarié ou pas, ou s'il est bénévole ou pas. Et ça, je trouve ça chouette de le rappeler, quoi. C'est un rapport un peu plus démocratique peut-être dans la santé.
qui peut-être est en train de se perdre. Voilà, merci. Merci pour votre intervention, Madame Innocenti. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous avez dit au début. Donc, est-ce que le patient doit être rémunéré ou pas? Donc, dans certains pays, je sais qu'en Suisse, c'est quelque chose qui est tout à fait formalisé. Donc, les patients partenaires sont rémunérés et il y a un budget qui est un budget maximum qui est alloué à ces patients qui ont ce rôle de patients partenaires dans les institutions de santé. Ce n'est pas le cas en Belgique, loin de là. Maintenant, moi, j'avais posé la question aux membres du comité de patients parce que c'était une question aussi que l'on avait discuté entre nous avec ce groupe de patients. Tiens, est-ce que vous, votre souhait serait d'être reconnu pour, ben voilà, comme patient du comité et d'avoir cette reconnaissance financière? Et à l'unanimité, j'avais eu des noms. On ne le souhaite pas parce que ben voilà, on vient pour exprimer des choses, pour que les choses changent, pas pour nous personnellement, mais pour aussi aider les autres patients à ce que ben, le passage dans les institutions de santé soit vécu le mieux possible et avec le moins de contraintes et le moins de douleurs possible. Et nous, on a vraiment cette mission de venir pour améliorer les choses ben, pour tout le monde, pour tous les patients qui vont fréquenter l'institution. Et donc, on n'a vraiment pas cet objectif d'être rémunéré pour ça. Alors, ils ont quand même, et ça, l'hôpital a absolument voulu, et je trouve que c'est une très bonne chose. Quand on se voit sur des temps de midi, ben, c'est de prévoir évidemment tout ce qui est repas et boissons, et c'est de prévoir aussi des remboursements des frais de déplacement. Mais à part ça, ils ne sont pas rémunérés pour les 2-3 heures qu'ils viennent passer ici en réunion, par exemple. Mais c'est à discuter, hein, c'est un beau sujet de débat, effectivement. Je ne suis pas contre à ce que, effectivement, la professionnalisation de certaines expériences puisse contribuer à un partage d'expériences et de réflexion et de travail. Je ne suis pas du tout contre. Je pense qu'il faut accompagner les situations et voir comment, en tout cas, on prend les bonnes précautions pour que les personnes soient réellement accueillies, intégrées et puissent trouver une place dans une équipe de travail dans un hôpital. Mais c'est une question de fond qui mérite en tout cas d'être peut-être expérimentée. Non, je suis tout à fait d'accord. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut réfléchir, il faut mettre en contexte. Et surtout, l'idée de rémunération ou des salaires, je ne sais pas si en français je l'explique bien, mais une chose c'est la rémunération, une autre chose c'est les salaires. Alors on peut rémunérer quelques activités parce qu'elles prennent le temps des patients ou des gens qui participent, et une autre chose c'est les salaires. Je pense que c'est une discussion très ouverte et qu'il doit réfléchir. Mais même, j'insiste que je pense qu'il y a des circonstances locales. La première question pour moi, toujours, est pourquoi? À quoi sert ça, non? Ça, c'est la question la plus importante, pas la définition d'un rôle. Et j'ai besoin de connaître le pourquoi. C'est le point de partie. Il y a d'autres réflexions ou... Ah, pardon, je vous ai coupé la parole. Non, non, pas du tout. Mais je vais m'arrêter parce que c'est un échange. Mais au fait, pourquoi? Qui mieux que celui qui vit l'expérience peut dire quelque chose de ce qu'il vit? Des fois, on pose la question. En fait, c'est quand j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste, je ne vais pas chez le cordonnier. Voilà, ça c'est enfin. Et quand j'ai une question sur ce que je ressens, je me sens autorisée à dire ce que je ressens au moment où je le vis. Donc pourquoi? Parce que c'est l'essentiel, c'est la base, enfin il me semble. Mais bon,
ça mériterait une rencontre peut-être même plus philosophique et éthique sur ces questions-là. Y a-t-il d'autres questions ou réactions avant que nous clôturions le débat? Joanne, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que nous clôturions? Il est 14h10, donc je pense que chacun a des agendas qui sont bien chargés comme tous. Donc, merci pour la participation de tous. C'est un plaisir de partager des idées avec vous. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des réflexions à partager ou des questions à poser. Hein. Nous sommes, même si nous ne sommes plus en séance, nous sommes tout à fait disposés à vous répondre et à continuer la suite des conversations avec vous tous ou avec chacun de vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir assisté à cette première séance et nous vous informerons évidemment des autres séances à venir du Club des hôpitaux. Passez une bonne après-midi. Merci et à bientôt.